Bienvenue pour cette plongée dans un trésor français, le Val-de-Loire. On a devant nous pas mal de documents, hein, des notes, des analyses, des plans même, sur les fameux châteaux. Oui, L'idée, c'est d'aller chercher l'essentiel dans tout ça, pour comprendre ce qui fait la richesse de ce paysage culturel classé à l'UNESCO, le jardin de la France, comme on dit. exactement. Et ces documents, ils nous montrent bien une transformation majeure, en fait. Comment on est passé de forteresses très médiévales Oui, à des palais Renaissance. On va essayer de trouver les clés de cette évolution et puis l'essence de ce style si particulier avec ce qu'on a sous les yeux. parfait. Alors allons-y. Ce qui m'a frappé d'abord dans ces notes, c'est le lien très fort entre l'architecture et le pouvoir. On voit bien le point de départ défensif. Mhm. Il y a même un plan de Chambord qui montre ses origines de château fort. Et puis on parle aussi de Chinon, de Langeais. Tout à fait. Et plusieurs sources insistent là-dessus. C'est pas juste une question de style architectural, c'est politique. Ah oui, Bah oui, avec l'affirmation du pouvoir royal, François Ier notamment, l'architecture devient un outil de prestige. d'accord. Les textes parlent bien de ce passage de la nécessité de défendre à un art de vivre. Il faut montrer sa splendeur, quoi. La fonction change. Et la forme suit. Voilà. Et cette forme, justement, c'est la Renaissance française. Mais les documents suggèrent que c'est pas une simple copie de l'Italie. J'ai lu une note qui parlait de friction créative, j'ai trouvé ça intéressant. C'est une très bonne remarque, ça vient des sources, oui. On a ce style hybride, tu vois. On garde des éléments gothiques forts, les toits très pointus, certaines tours, Comme à Azaï-le-Rideau. par exemple, oui, ou c'est presque symbolique, mais on mélange ça avec des nouveautés italiennes. Les arcs en plein cintre, tu sais, ces arches bien rondes. Oui, oui, oui. Et puis, beaucoup d'ornementation. Les notes sur François Ier, elles détaillent bien son admiration pour l'Italie. Et comment il a fait venir des artistes. Domenico da Cortona, c'est ça? Entre autres, oui. Mais ce qui ressort vraiment, on a appelé plusieurs plans à noter qu'on a là. Les escaliers? Ah oui, l'innovation française autour des escaliers. Celui de Chambord à double révolution, c'est fou. C'est dingue, ouais. Et l'escalier monumental de Bourg. Les sources insistent, c'est pas juste un passage, c'est une pièce maîtresse. Une affirmation de style. D'accord. Oui, et c'est fascinant de voir dans les documents comment cet élément devient une signature française. On voit même une évolution vers un style Henri IV plus tard, par exemple la Villandry. Ça s'affranchit un peu plus du modèle italien initial. Alors, Chambord, justement, les chiffres sont assez parlants, non? Le plus vaste, clairement, pour la gloire de François Ier, avec sa salamandre partout. Partout. Mais une petite note indique qu'il y a passé, 72 nuits en tout? C'est ça remet un peu en perspective, hein. Carrément. Ça confirme son rôle avant tout symbolique, politique, une démonstration de puissance. Et puis les documents sur Chenonceau, ah là là, Le château des dames. exactement. L'histoire au féminin, Catherine Brissonnet, et puis la fameuse rivalité entre Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Oui. Une note décrit même le cabinet vert de Catherine comme un centre de pouvoir. Et cette galerie sur le Cher. Unique, C'est incroyable que Madame Dupin l'ait sauvée pendant la Révolution, c'est noté aussi. heureusement. Et Blois, alors? Quand on regarde les descriptions, c'est un peu un livre d'architecture à ciel ouvert, gothique, renaissance, classique. Tout y est. Et puis les notes rappellent ce drame, l'assassinat du duc de Guise. L'histoire est là, dans les murs. C'est palpable. Tout à fait. Azay-le-Rideau, qualifié de diamant par Balzac dans une citation qu'on a trouvée, Joli. illustre parfaitement cette première Renaissance, ce mélange délicat. Et les sources soulignent son escalier droit. Moins spectaculaire que Chambord, peut-être, mais typique de cette période. Et il ne faut pas oublier Amboise et le Clos Lucé. Les sources les lient et Nanière très proches. Ah oui? Amboise, la résidence royale où Charles VIII avait déjà ramené des idées d'Italie, apparemment. Et juste à côté, le Clos Lucé où François Ier installe Léonard de Vinci. Léonard, le symbole vivant de cet échange franco-italien, comme le dit un des textes. C'est ça. Et au milieu de tout ça, on trouve des petites pépites dans les marges des documents. C'est amusant. Ah oui, comme quoi? Une note sur un élevage de poulets de Charles VIII à Amboise. Sérieux? Oui, une autre sur Cheverny qui aurait inspiré Hergé pour Moulinsart. Ah, Moulinsart, bien sûr. Et même des traces de graffiti des Templiers à Chinon mentionnées dans un rapport. Ces détails, ça rend l'histoire tellement plus humaine, je trouve. Complètement. Bon, alors, si on devait synthétiser ce que ces documents nous apprennent, ces châteaux, ce sont des témoins de l'histoire politique, des labos d'architecture où s'est créée une renaissance à la française, C'est ça. et puis des scènes de vie intenses, quoi. C'est bien résumé.
Les sources nous montrent qu'ils sont bien plus que de beaux bâtiments. Ce sont des théâtres du pouvoir, de l'art, des passions aussi. Le reflet d'une société qui bougeait énormément. D'accord. Et leur valeur universelle reconnue par l'UNESCO, elle ressort clairement des analyses qu'on a là. Des lieux qui incarnent vraiment le passage d'une époque à une autre, de la forteresse au palais d'agrément, culturel. Exactement. Ce qui amène une dernière réflexion en regardant tout ça. Si ces châteaux symbolisent une transformation architecturale majeure pour refléter les valeurs de leur temps, passer de la défense à la culture, au prestige, euh, quelle pourrait être la prochaine grande mue de nos monuments, de nos espaces publics à nous, pour incarner les valeurs qui nous animent aujourd'hui? Bonne question, ça laisse à réfléchir.